Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? Des Indestructibles, premier du nom. C'est un film de Pixar réalisé par Brad Bird. Le film date de 2004-2005 et ça fonctionne toujours aussi bien. Brad Bird a vraiment fait un travail remarquable, que ça soit par l'animation, la mise en scène. On retrouve des scènes d'action totalement hapantes, comme si on était en état d'ivresse, avec des technologies innovantes, des décors exotiques et hauts en couleurs. On peut constater que c'est vraiment très coloré, avec un panel de détails visuels nichés un peu partout. Il y a un sacré jeu sur la lumière, les couleurs, et tout semble refléter la psychologie des personnages. On avance dans ce côté rétro-futuriste entre James Bond, les comics mélangés aux années 60. Chaque décor est une découverte et on attend la suivante avec grande impatience. C'est vif, dynamique, il n'y a pas de temps mort, tout est rythmé pour une grande aventure. La musique de Giacchino, toujours aussi efficace, entre le jazzy et le polar, s'harmonise parfaitement avec le genre 60s. Il y a également beaucoup d'humour, et il y a même des scènes coupées qui sont tellement hilarantes qu'elles auraient presque pu être incrustées dans le film. Alors l'une des forces du film, c'est qu'il est également très riche dans sa construction narrative. Tous les personnages sont travaillés et approfondis. Par exemple, le personnage de Buddy, Syndrome, est vraiment bien construit. On le présente comme le cliché du fanboy insupportable et sans importance, et c'est lui qui deviendra l'ennemi. Comme pour montrer que ce sont les actions des héros qui vont engendrer leurs propres conséquences désastreuses. Dans ce début de film, à la fois par le rejet de Buddy et à la fois par celui qui voulait se suicider, déclenchant la chaîne des procès. C'est surtout le côté anodin que l'on peut retenir, dans le sens que les héros à cette époque s'amusaient. Ils faisaient leur job, comme Bob le dit au départ. Il y avait un peu ce côté on est les rois du monde, on n'a rien à craindre. C'est un peu l'élan de la jeunesse qui s'exprime. Ils sont impulsifs et semblent complètement planer, comme s'ils étaient d'une autre planète. Paradoxalement au fait de sauver des vies, ils ne s'intéressent pas vraiment aux gens normaux ou aux émotions de ces vies qu'ils sauvent. Alors pour celui qui se suicide, la situation est vraiment cocasse. Entre le drôle et le dramatique, quelle idée! Sauver quelqu'un qui ne voulait pas l'être. C'est proche de leur super pouvoir, n'hésitant pas à détruire ou créer des dégâts pour arrêter les méchants. C'est vivre librement et dans l'insouciance, sans voir les conséquences au niveau du citoyen lambda ou des gens normaux. Être normal est l'un des thèmes récurrents de ce film. Bob sauve des vies comme en rejette d'autres de la même manière, laissant derrière lui un enfant déçu de cette figure héroïque auquel il s'identifiait. Et comme le dirait un certain réalisateur, on ne sait jamais les traces qu'on laisse derrière soi. Alors ce qui est fort avec Syndrome, ce sont ses phrases. Là encore, l'écriture fait mouche. Quand il dit par exemple au départ avec Monsieur Indestructible, qui dit souvent qu'il faut être fidèle à ce que l'on est. Le genre de phrase qu'on utiliserait même en réalité. Mais effectivement, ça ne dit pas à quelle partie de soi il faut être fidèle. Ce sont des phrases toutes faites. Comme celle où Buddy se dévoile devant Monsieur Indestructible en mauvaise posture, tentant de s'excuser, et qui lui répond « Tu vois, maintenant tu me respectes parce que je te menace ». Ou alors il y a cette phrase très amusante et un peu what the fuck. Une fois que tout le monde sera super, alors plus personne ne le sera. Mais ça rejoint cette façon de parler de la normalité. Tout le monde veut être différent et en même temps, quand tout le monde devient différent, on devient normal. Ou plutôt, on revient à la norme. Ça rejoint une autre phrase qui est dite au départ avec Flèche. Tout le monde est exceptionnel. Autrement dit, personne ne l'est. Alors Syndrome est encore un enfant. Il est prisonnier de son propre délire, de son propre passé dont il vit l'illusion permanente. Le fait de constamment le voir masqué ou dissimulé dans l'anonymat montre bien qu'il n'a pas de figure sociale au public, étant resté sur le registre de l'enfance. À cause de Bob, il n'a plus confiance en personne, se coupant de toute relation sincère avec les autres, et se tournant vers le synthétique. J'aime bien l'idée de l'homme qui n'a pas de pouvoir, pas de don, mais qui montre que le talent et l'intelligence permettent de créer des outils qui peuvent l'égaler, un peu comme dans Megamind. Celui qui a des pouvoirs ou du génie est souvent incontrôlable, inclassable. Et c'est pour cela que dans les hautes sphères, on ne retrouve que des gens qui sont huilés et bien rodés. Un peu comme le chef de Bob et son histoire de l'horloge, ou des crayons qui sont bien alignés sur le bureau dont Bob vient troubler l'ordre établi. Être super ou en dehors de la norme peut déranger, alors qu'ils sont adulés en dehors du contexte dit normal. Il y a un gros aspect sur la notion du contrôle, de voir ses émotions faillir et de trouver dans le synthétique ou la technologie le moyen de reprendre le contrôle sur soi-même et d'assouvir tous ses rêves ou fantasmes. Syndrome pense qu'il pourra être reconnu, chose qu'il cherchait à faire auprès de Monsieur Indestructible étant petit. Il s'est complètement isolé en ayant embrasé sa propre frustration et déception pour atteindre technologiquement la force de ses super-héros, devenant une figure haut placée parmi le commerce mondial. C'est le synthétique contre le don et la nature. On peut aussi y voir dans ces super-héros les figures d'antan, celles de nos héros ou de nos œuvres favorites, celles que l'on a connues dans nos propres années folles, et qui avec le temps, ou en grandissant, s'altèrent et se corrompent.
C'est comme si qu'on prenait l'essence de ces lumières pour en créer des machines, des œuvres synthétiques et sans fond. C'est un peu le discours méta qu'on avait dans Ready Player One, de par le film en lui-même et son propre contenu. D'ailleurs, au passage, petit clin d'œil au géant de fer de Brad Bird, justement. Il y a également un joli parallèle entre la façon dont fonctionne la société, celle qui consomme et consume l'énergie, la flamme de nos vies, et la machine parfaite que cherche à créer Buddy, qui éteint la vie des super-héros pour renforcer son système, son industrie. On paye littéralement de sa vie son échec contre le système croissant, consommateur et le toujours plus. Petit détail d'ailleurs, mais ce que l'on découvre dans la cave où le mot de passe, Chronos, porte plutôt bien la notion sur le temps qui passe et tous ces mauvais sentiments que l'on porte en nous comme un héritage. Chronos, dans la mythologie, est un titan, un dévoreur, qui mange littéralement ses enfants. C'est comme s'abreuver de la vie de tous ces super-héros qui vont nourrir et alimenter la société ou un système qui serait sous contrôle. On pourrait également percevoir cette histoire en dehors du genre super-héroïque, où on aurait juste des individus pleins de fougue, d'élan et de passion qui planeraient dans leur petit monde de rêve. Et le début du film les ramène à la réalité. À l'image du suicidé, leur royaume céleste s'effondre pour redescendre sur Terre, ce à quoi tout être humain est un jour confronté. J'aime bien cette notion du temps qui passe, de ce qu'on doit délaisser en chemin. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut interpréter le côté super ou extraordinaire de leur pouvoir. Lorsque l'on est jeune, on est plein d'entrain, de folie et d'envie. On a cette passion dévorante et débordante qui nous anime. Celle-là même que Bob, ou même Buddy, possédait d'ailleurs, et qui finit par se confronter à la réalité et à la société. Celle de la déception, de la frustration. Tous les beaux sentiments humains que l'on connaît. Mais également celle de la famille, d'être à plusieurs, des responsabilités, le monde du travail. C'est souvent là où les gens commencent à s'éteindre. Le monde des adultes et la société nous forcent à nous conformer à ce qu'elle est. Pourtant, il existe de véritables individualités qui cherchent à s'exprimer, se porter vers l'extérieur. Mais comme Hélène le dit, le monde veut qu'on s'intègre. Pour ça, on doit ressembler à n'importe qui. Pour pallier à ça, on cherche à sortir, ressasser le passé comme avec le personnage de Frozen, ou embêter le professeur avec des punaises. C'est amusant de voir Bob mentir à sa femme comme s'il avait une maîtresse, montrant que pour exprimer un aspect de nous-mêmes, on est presque obligé de se dissimuler à l'image des costumes et du masque du héros, dont l'identité est le bien le plus précieux. Dans cette animation, tous les personnages sont développés et chacun trouve sa résolution. J'adore cette première scène où on voit toute la famille à table, car on voit très simplement en quelques instants les enjeux de chacun et leur place au sein du groupe. Ils sont tous ensemble, mais chacun est avec lui-même, dans son conflit interne qui s'exprime contre l'autre. Ils sont dissociés des uns des autres. Et dès qu'on toque à la porte, toute la famille se réunit comme si de rien n'était, pour maintenir les apparences par rapport au monde extérieur. Il y a ce jeu constant entre l'intérieur et l'extérieur. Le fait de restreindre les capacités de Flèche ou de Violette montre que les deux enfants vivent dans la retenue. On est dans un système où, en dehors d'être un vrai super-héros, c'est l'être humain qui vit au crochet de la société et des règles qui l'empêchent d'être totalement lui-même. Tout ce que l'on aimerait être ou tout ce que l'on a de bien en nous est constamment restreint ou réfréné. C'est comme le personnage d'Edna qui travaille pour les dieux, nous montrant que les choses les plus belles et magnifiques, comme certaines civilisations, ont elles-mêmes été détruites, passées de mode ou refoulées au profit d'un système qui préfère que tout soit en place et contrôlé. Des talents qui sont réduits de leur potentiel d'origine. J'aime bien la phrase de Flèche qui dit à sa mère qu'elle lui dit toujours de faire de son mieux, mais qu'en fait elle ne le pense pas, comme de dire à sa fille de ne jamais utiliser ses pouvoirs. Finalement, on s'adapte à la routine et la norme, mais secrètement, chacun espère au fond de lui qu'il se passe quelque chose de fou, dans les news, dans le monde ou dans sa vie. Comme le petit voisin là, qui est plus jeune que les héros, et on dirait qu'il est déjà lassé et ennuyé de son existence, attendant quelque chose de super, de dingue, d'exceptionnel. Comme c'est le cas pour le cinéma de nos jours, qui cherche surtout dans ses blockbusters un visuel, de l'extraordinaire. Mais ce qui est exceptionnel est à l'intérieur, comme cette famille est à l'intérieur de cette ville dont le monde ignore la présence. Comme les films sont une prouesse artistique par nature, mais qui avec le temps vont voir leur portée être réduite et banalisée au statut de normalité, dont les yeux du spectateur ne peuvent plus différencier, car chacun y pose un regard normal sur ce qui l'entoure, créant son propre voile de normalité. Et finalement ne pourront apprécier ou valoriser que ce qu'une masse aura décidé selon la mode ou les règles en vigueur de l'époque où l'on se trouve, bien loin de voir que les différences, ou spécialités, sont propres à chacun de nous. Et pourtant, quel changement lorsque Robert peut enfin s'épanouir, être pleinement qui il se sent être. Tout change radicalement, aussi bien physiquement, mentalement que dans son comportement.
Son couple va mieux, sa famille également, il est plus attentif, il s'amuse, il a retrouvé un but, un objectif, et tout semble reprendre un sens. Les gens attendent en fait de nouvelles sensations qui paraissent différentes, alors qu'on pourrait tous les vivre, c'est leur rareté qui les rend précieux. C'est dans l'action finale que va se révéler ce qui est super, et non juste normal comme tout le monde. Le combat entre le vrai et le faux. Ce qui est fort, c'est que Buddy est ce par quoi les héros vont pouvoir renaître. L'espoir provient également du passé, des failles. C'est d'autant plus symbolique qu'il soit masqué que son identité ne soit pas claire, car c'est à l'image de la propre identité des héros qui ne sont pas encore reconnus extérieurement, aussi bien par eux-mêmes que par la société. C'est celui qui a été rejeté qui devient l'anti-héros, mais permet surtout à Bob de pouvoir écouter et d'être fidèle à cette partie de lui. Dans les films, le méchant, bien que dangereux, a toujours cette notion de permettre au héros de s'affirmer et de s'accomplir. Flash a d'ailleurs le même conflit que son père, les deux ont besoin d'expression et de s'extérioriser, mais d'être canalisés. Tout comme ce qu'il manque à Violette, c'est un peu de confiance en elle, un peu de Flash justement. Le duo fonctionne à merveille et leurs pouvoirs correspondent à leur personnalité. À noter que Violette découvre entièrement son visage avec les mèches là au moment où elle porte le masque, comme si c'était par lui que l'on pouvait atteindre le cœur de sa propre individualité. Ce n'est d'ailleurs qu'au moment où ils sont tous ensemble, en costume, que la famille se retrouve et renoue leurs liens, ce qu'ils n'avaient pas pu faire en étant une famille normale. Flash et Violette sont l'extraverti et l'introverti, et ce n'est qu'en unissant ces deux aspects de nous-mêmes qu'on trouvera son équilibre et son identité. Cette famille, c'est un seul et même corps. Sur cette notion, le film est vraiment bien construit. Tous les personnages s'auto-influencent et s'auto-alimentent. Comme si les deux enfants étaient les deux parties de Bob, ou même trois avec Syndrome, la lutte entre le bon et le mauvais fils. Bob s'affronte lui-même sous les traits de Syndrome. Cette dualité entre la ville et l'île, c'est un peu ce retour vers sa propre nature qui se trouve en état de veille, comme le volcan, mais dont la fureur ne demande qu'à jaillir et se libérer. Finalement, Syndrome se fait avoir par la cape, symbole de l'ancien temps, du passé, et c'est là qu'est la différence entre lui et Bob. Les deux ont vécu dans le passé et en sont restés prisonniers. Mais par leur lutte, leur interaction, Bob a changé, évolué, prenant conscience de ses propres erreurs. Il s'oriente désormais vers le futur grâce à son entourage et sa famille, là où Syndrome est toujours le même. C'est peut-être bien Edna qui est la plus accomplie de toutes, car elle donne la leçon que les autres vont découvrir. Comme elle le dit, et tout simplement, le passé ça parasite le présent. Dans sa scène, on voit que même par le costume, il y a cette dualité entre passé et présent. Bob venant chercher la nostalgie de son ancien costume, n'ayant même pas pensé à se projeter vers le futur. Et c'est finalement ce qui va toucher Mirage. Bob parvient à se nourrir de ces deux vies pour n'en former qu'une, faisant preuve de compassion et d'humanité malgré qu'il pense avoir tout perdu. Le personnage de Mirage est pas mal aussi, parce qu'elle est attirée vers la puissance et la grandeur, comme quand elle parle du volcan, mais en fait elle l'est d'autant plus par la force du cœur. Exactement ce qu'on a dans le Disney Hercule et que Zeus tente de lui enseigner. En termes de personnages, on a également le bébé qui est à l'image même de l'avenir. Et comme le dit Syndrome à la fin, le sien a été détruit. On lui a enlevé, et ce depuis 15 ans. Prendre l'enfant, c'est l'opportunité pour lui de transmettre sa tourmente, ou son syndrome, à la génération à venir. Mais ça, c'était sans compter la folie du bébé, scène hallucinante et déjà culte. Maman! Jack est vachement bien pensé, n'empêche, dans le sens qu'un enfant est ouvert au monde, et possède une infinité de formes possibles en devenir. D'où ses pouvoirs à la fin totalement bruts et imprévisibles. Et c'est ensuite, lorsque l'on grandit, qu'on perd ce potentiel, mais que l'on va prendre la forme de ce que l'on est, créant ainsi sa propre identité. Ce film d'animation cherche à nous dire qu'au-delà du fait que tout le monde soit normal ou super, c'est plutôt que tout le monde a la possibilité de l'être. Mais il n'y a que par l'effort qu'on peut y parvenir, se révélant à nous-mêmes sa propre particularité pour ainsi être ce que l'on est au plus profond. Personne n'est exceptionnel, mais tout le monde pourrait l'être, s'il s'en donnait la peine. C'est un peu comme dans Ratatouille et ce que découvre Ego sur la fameuse phrase « Anyone can cook ». Il ne faut pas vivre en contenant qui l'on est, mais en s'affirmant et en s'exprimant afin d'avoir la maîtrise de soi, d'être libre et plus ouvert. Les interdictions et les punitions ne sont pas la solution. Comme ce cher Malcolm le dirait, la vie trouve toujours son chemin. Et si on s'y oppose, alors elle se manifestera par le chaos. On possède tous nos propres capacités, ou pouvoirs qui nous permettraient de nous épanouir. Libre à nous d'en prendre conscience et de le cultiver.
On a tous ces rêves d'enfance qui se heurtent à la dure réalité. Et ce genre de film nous montre comment on pourrait parvenir à concilier les deux, que l'intérieur et l'extérieur ne sont pas en opposition, mais devraient travailler conjointement pour s'accomplir. C'est une aventure bénéfique qui permet à nouveau de donner de l'importance à la famille, à l'humain et sa manière d'être envers soi ou sa relation aux autres. Ce n'est pas juste que l'union fait la force, c'est déconstruire le mythe du super-héros pour mieux saisir ses fondations et revenir sur quelque chose d'essentiel qui n'a pas de rapport avec l'héroïsme en lui-même, mais avec la figure humaine que l'on représente tous. Voilà pour les indestructibles. C'était une petite vidéo rapide, le temps de se remettre dans le bain avant d'aller voir le second volet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le film est grandiose. C'est blindé de détails, de stylisation, c'est inventif, intelligent, drôle, très bien équilibré, aussi bien au niveau du rythme, du dramatique que de l'épique. Une belle réussite. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.